Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième émission du mois de novembre de l'Aubergine Enjouée. On se retrouve sur du lourd, du très très lourd, c'est le dossier complet. Aujourd'hui, on parle de quoi, Flo ? Aujourd'hui, on va parler de la draft. C'est un mécanisme de jeu dont le nom, c'est un mot anglais qui signifie ébauche, brouillon, etc. Et donc cet anglicisme est utilisé également dans le jeu pour désigner la mécanique qui permet en fait de choisir, de faire des choix en fait dans un jeu, vraiment. Et c'est souvent en fait utilisé plus pour des cartes, ce qu'on appelle souvent la draft tournante, c'est-à-dire qu'on va distribuer X cartes à des joueurs. Ces joueurs, donc par exemple 7 cartes, un joueur va en choisir une, puis ensuite il va faire tourner le paquet au joueur à sa gauche, etc., etc., pour ensuite constituer sa main de cartes et ne pas être tributaire du hasard de la pioche en fait. En fonction des jeux, on va ensuite jouer ces cartes, on va appliquer leurs effets, ça va vous permettre soit de marquer des points, soit de faire des actions de plus en plus puissantes, etc. C'est une mécanique qui a pour but, comme je vous ai dit, de diminuer le hasard de la distribution des cartes et de se fabriquer, de se construire sa main pour avoir un meilleur contrôle sur le jeu et sur sa stratégie. Bien sûr, tu as toujours une part de hasard du fait de la constitution des mains initiales en fait. Et par exemple, si tu te retrouves avec toutes les cartes qui t'intéressent pour ta stratégie dans ta main, dans la première main que tu reçois, tu pourras pas tout drafter, tout récupérer les cartes que tu veux, et donc tu seras obligé de réorienter ta stratégie en fonction de ça. D'accord, mais qui dit draft dit contre-draft. Effectivement, mon cher Léo. Donc le but premier de la draft, c'est de se constituer la meilleure main possible pour pouvoir jouer, mais le système permet ce qu'on appelle la contre-draft. La contre-draft, c'est le fait de prendre des cartes qui ne nous plaisent pas, qui ne nous intéressent pas pour notre stratégie, qui par contre étaient susceptibles d'intéresser les autres, et donc le but c'est de leur casser leur stratégie, qu'ils ne puissent pas la mettre en place, pour que nous en fait on ait un avantage qui est indirect dans cette façon de jouer. Bon, si je résume un peu tout ça, le but de la draft, on se constitue une main avec des cartes optimisées entre elles pour mettre en place des combinaisons, une synergie, et qui permet de en fait remporter la partie, mais aussi, avec la contre-draft, d'empêcher les autres joueurs de mettre en place leurs combinaisons qui pourraient être trop puissantes. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ce mécanisme de draft, en fait, il nécessite de bien connaître le jeu, de bien connaître les cartes. Donc c'est pour ça que les premières parties, des fois, il y a un petit flottement parce que les gens savent pas trop quoi prendre, on sait pas trop, voilà. Mais je pense que les jeux de draft, les premières parties, il faut vraiment les jouer en mode un peu au feeling, un peu à... On joue sans trop comprendre des fois ce qu'on fait, mais on va prendre des cartes et puis on va se rendre compte des synergies, des combinaisons qui vont se mettre en place. Et du coup, ça permet de garder le rythme du jeu parce qu'en fait, la draft, c'est vraiment un système qui permet d'avoir des jeux fluides où en fait, voilà, donc ils vont vraiment être fluides avec une bonne connaissance des cartes plus tard, après plusieurs parties. Mais dès la première partie, il faut quand même garder cette fluidité, sinon ça casse le rythme. Donc il faut jouer, je pense, il faut jouer, prendre ses cartes, et puis au fur et à mesure, on se rend compte de toutes les imbrications des combinaisons qui se créent avec ces cartes, et c'est là vraiment que c'est vraiment hyper plaisant, quoi. Donc pour ça, il y a une notion d'opportunisme, c'est-à-dire qu'on doit toujours s'adapter à la main qu'on reçoit, et on doit parfois réagir en fait avec ses mains, du genre on passait pas prendre telle carte, mais là on se rend compte qu'un autre joueur est en train de faire des choses particulières, donc il faut leur briser ce combo parce que sinon il va devenir trop puissant, donc on prend cette carte. Une super contre-opportunité. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la contre-opportunité si tu veux. Et donc voilà, donc malgré la simplicité apparente de la mécanique, hein, on prend des cartes, on en choisit une, on la révèle ou on la jouera un peu plus tard, mais c'est assez rapide. Il faut quand même plusieurs parties pour les maîtriser, et c'est pas une mécanique vraiment familiale de premier abord. Donc là, bien sûr, je vous présente une première version de draft qui est basée sur des cartes en fait, avec une main tournante, donc une draft tournante où on tourne. Mais il y a plein de façons de drafter différemment. On l'a vu dans l'émission précédente, par exemple, quand j'ai parlé de la main du roi, du trône de fer, la main de roi de Bruno Catala. Ouais. On a un système de draft qui est différent où là, toutes les cartes sont révélées face visible sur la table. Et en fait, en déplaçant une carte, un pion ou quelque chose, on va choisir certaines cartes. Donc c'est une sorte de draft également, parce qu'en fait, on va devoir choisir nos priorités dans une main de cartes qui est visible à tout le monde. En fait, tout le monde a accès à toutes les cartes, mais on choisit celle qu'on souhaite en fait. Et donc du coup pour toi, cette mécanique, elle a des points positifs, des points négatifs. Est-ce que tu la trouves parfaitement équilibrée ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, non, mais la méca en elle-même, ce qui est... Alors, si tu veux, tu parles d'équilibrage, ce qu'il faut juste te dire, c'est que c'est pas la mécanique qui fait l'équilibrage, c'est en fonction d'après comment le game design est fait, mais la méca de draft, elle permet justement d'avoir des jeux, donc côté positif, c'est hyper rapide, c'est fluide, c'est gratifiant, avec les différentes synergies combos qui se mettent en place. Après, le côté négatif, c'est que les premières parties peuvent être souvent un peu longues si les joueurs essayent vraiment d'optimiser alors qu'ils connaissent pas les cartes, et très frustrantes parce que du coup ils réfléchissent et au final en fait ils se rendent compte que les combos fonctionnent pas parce qu'ils ont réfléchi un peu de travers vu qu'ils connaissent pas le jeu, quoi. Et du coup, tu as une impression parfois de hasard qui se
qui se dégage, alors qu'au contraire non, on peut avoir un gros contrôle, mais il faut être opportuniste et il faut connaître les cartes pour savoir quand elles vont arriver, quand elles peuvent sortir, comment on peut les comboter ensemble, etc. Et en plus, là je parle de cartes, mais on peut drafter donc des figurines, des pions, plein de choses différentes. Donc moi j'adore les jeux qui se basent sur la draft. C'est vraiment une de mes mécanismes préférés au niveau des sensations, parce qu'en fait il y a plein de choix cornéliens, il y a des combinaisons qui se révèlent au fur et à mesure des parties, et il y a une vraie montée en puissance qui est vraiment jouissive pour le joueur. Donc vraiment au niveau sensation c'est vraiment excellent quoi. Bon, ça c'est bien beau toute cette théorie, mais comment on met ça en pratique? Il y a des jeux typiques de draft que tu peux nous présenter? Oui, alors par exemple, la légende dit que le premier jeu qui a vraiment mis la draft en exergue, c'est Magic lors des tournois de draft dans les années 90. Depuis, il y a eu plusieurs jeux au niveau de jeux de société qui ont été créés et qui ont eu une petite reconnaissance. Donc il y a Fairy Tales en 2004 de Satoshi Nakamura. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Satoshi Nakamura. Ouais, tu vois. Donc en fait, c'est édité en VF en 2006 par Ubik, qui est devenu Edge depuis. Et c'est vraiment le premier jeu qui repose entièrement sur la draft. En fait, on draftait des fées, etc. Et une fois qu'on avait drafté, on posait nos fées devant nous et ces fées nous faisaient des effets particuliers. Il y avait des effets qui faisaient retourner les cartes adverses, etc. Donc il y avait différents combos qui étaient possibles et c'était très intéressant. Je trouvais que c'était un petit peu sec entre guillemets. C'était bien, mais il manquait un peu de substance pour que le jeu soit vraiment excitant. Un peu de juiciness. Ouais, c'est ça. Voilà, il manquait de ça. Ensuite, a débarqué vraiment de façon notable en 2010 Seven Wonders d'Antoine Boza chez Repoprod, dont on va juste parler un peu après. Un peu plus en détail. Ouais, un peu plus en détail, ouais. Et récemment, en fait, il y a Overseers qui est sorti donc en 2017, et ça je vais te laisser te dire le nom de l'auteur. Encore une fois, ouais. Donc avec toute mon expérience en chinois, Gan Chi Huang. Ouais, je sais pas s'il est chinois, je sais qu'il est asiatique, mais je sais pas s'il est chinois. Désolé. Et en fait, et donc ça a été sorti sur Kickstarter, et ça a été financé par Kickstarter, et c'est sorti en France chez Igiari ou Igiari durant l'été, je crois. Moi j'y ai pas mal joué, c'est vraiment sympa. C'est de la draft pure où on va essayer de faire des combos de cartes pour marquer des points, avec un petit côté bluff au milieu, dans le sens où on va devoir à la fin de chaque manche dire qui on pense. Enfin, on va devoir déterminer quel joueur pour nous a le plus de points autour de la table. Et donc il y a un côté bluff assez sympa. Le joueur peut accepter de dire ok, c'est moi qui ai le plus de points, et du coup c'est lui, il enlève une de ses cartes. Par contre s'il dit non c'est pas moi qui ai le plus de points, et ben si jamais on l'a accusé à tort, effectivement il n'a pas le plus de points, et ben du coup il va gagner des bonus. Si par contre on l'a accusé et qu'il a dit qu'il n'avait pas le plus de points, dans ce cas-là, et qu'il a vraiment le plus de points, dans ce cas-là il va avoir un malus en fait, qui est plutôt cool. Il perd 2 cartes. Le système est assez malin. Il y a Paper Tales également, évidemment. Donc Paper Tales qui est sorti en septembre 2017 chez Catch Up Games, dont on va tout détailler ça dans la prochaine émission, vraiment en profondeur. Tavernier, y a quoi au menu aujourd'hui? Donc on parle de draft, impossible de ne pas parler de Seven Wonders, le jeu multiprimé, fait par Antoine Boza et illustré par Miguel Coimbra, chez Repoprod, sorti en 2011, avec 4 éditions. Tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, bien sûr. Donc en fait, dans Seven Wonders, les joueurs sont à la tête d'une cité antique et doivent construire une merveille. Ils peuvent construire une merveille architecturale dans le cadre du jeu. En fait, ils doivent construire et développer leur cité pour gagner des points de prestige. Le jeu se déroule en 3 âges. Donc chaque joueur reçoit 7 cartes bâtiments, et il en choisit une. Quand tout le monde a choisi la sienne, il la révèle face visible et il paie donc son coût en pièces ou en ressources, et il la met dans son espace de jeu face visible, en général. Après il applique ses effets. Tous les joueurs donc passent ensuite leur tas au voisin de gauche ou à leur voisin de droite en fonction de l'âge où l'on se situe. Une carte possède 3 utilisations dans Seven Wonders. Soit on la joue dans son espace de jeu face visible pour appliquer son pouvoir et payer son coût. Soit on la défausse face cachée pour gagner 3 pièces. Soit on la glisse face cachée sous une étape de sa merveille en payant le coût de l'étape de merveille et non de la carte utilisée. Pour construire une carte ou une étape de merveille, il faut des ressources.
Soit on les possède, soit on peut les acheter à ses voisins directs de droite ou de gauche en leur donnant deux pièces. Les étapes des merveilles architecturales doivent être construites dans l'ordre de gauche à droite et rapportent des points de victoire, des pièces ou des pouvoirs particuliers. À la fin de l'âge, on compare sa force militaire avec ceux de ses voisins directs à droite et à gauche. Et si jamais on est tout faible, tout weak, et qu'on perd les guerres, on prend un -1. Si on gagne les guerres, on prend un bonus qui est de +1 au premier âge, +3 au deuxième âge, +3 au troisième âge. Non, je dis quoi ? Plus 1, +3, +5. Ouais, c'est ça. Tu m'embrouilles. Mais tu vois, tu plus m'embrouilles. 3 second et +5 au troisième. C'est ça, voilà, en fonction de l'âge. Donc il y a 7 types de cartes différentes dans le jeu. Il y a des bâtiments ressources qui sont marron et grises. Donc les marrons, c'est les ressources qui sont des matières premières. Et les grises, c'est c'est les produits manufacturés. Il y a des bâtiments commerciaux qui sont jaunes, des bâtiments scientifiques verts, des bâtiments militaires rouges, des bâtiments civils bleus et les guildes qui sont violettes. Il y a une pioche constituée pour chaque âge avec un contenu particulier et spécifique. Par exemple, au premier âge, on a beaucoup de ressources. Dans le deuxième âge, on a un peu moins. Et dans le troisième âge, il n'y en a plus du tout. Par contre, dans le troisième âge, on a des cartes guildes qui vous permettent de scorer des points en fonction des cartes qu'on a posées ou que les autres joueurs ont jouées. Tout l'intérêt en fait de Seven Wonders, c'est que ça repose sur des combinaisons par chaînage qui permettent de payer le coût des bâtiments moins chers ou voire des bâtiments qui deviennent gratuits au fur et à mesure de la partie, ou alors on peut gagner des points de victoire ou de l'or en fonction des cartes qu'on a déjà posées de la même couleur devant nous ou que nos voisins ont posées à gauche ou à droite. Donc ce système de chaînage en fait c'est l'axe principal de développement du jeu où on va monter en puissance avec des réductions et des points de victoire qui augmentent. Au niveau du matériel, comment ça se passe ? Alors le matériel, on a 150 cartes format tarot, superbement illustrées, avec 7 plateaux de merveilles, des pièces, des pions militaires, un carnet de score et une aide de jeu. Donc les illustrations sont vraiment géniales. Enfin, moi j'aime beaucoup le style de Miguel Coimbra en fait. Et là, le fait d'avoir des cartes format tarot, ça les met vraiment bien en évidence. C'est super joli. Au niveau du matériel qui a été amélioré au fur et à mesure des éditions. Et je sais que par exemple, que moi j'ai la première édition du jeu. Ils ont modifié quelques pictogrammes, etc. Et l'icono a progressé également. Ouais, pour bien servir à la clarté du jeu. Ouais, c'est ça. Et là, les dernières versions sont nickel, quoi. Moi, j'avais encore un peu de texte sur certains endroits. Alors que là, maintenant, tout est en icono et c'est plutôt très clair, quoi. Donc, c'est bien. Pour ce qui est de la clarté des règles, la mise en place ? Alors moi j'ai la première version des règles, la première édition, mais c'était déjà facile à lire, bien détaillé. Il n'y avait rien de particulier à dire. Il y a juste l'aide de jeu qui est bien faite, hein, mais qui est un peu grosse. C'est un format à peu près 20 par 20, ou un peu plus, format carré là. Du coup, sur la table, ça prend de la place. C'est un peu embêtant. Sachant que comme c'est un jeu qui peut jouer à 7 et qu'on met à peu près presque 18 cartes sur la table pendant la partie, c'est vrai qu'il y a besoin de beaucoup de place. Donc si en plus on rajoute cette aide de jeu, bon. Après elle est bien faite, les règles sont bien faites et normalement au bout de 2-3 parties on n'a plus besoin du tout. Donc voilà, quoi, c'est pas non plus une catastrophe. Et enfin pour les sensations globales de jeu, les sensations sont méga bonnes. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est de la draft. Hein. Donc, tu construis tes bâtiments au fur et à mesure. Ça va te donner des ressources en plus. Ça va te donner des moyens de construction moins chers, voire gratuits pour d'autres bâtiments. Le jeu, il est fluide. C'est une structure de jeu simple. On draft, puis il y a une phase militaire. Puis on passe à un autre âge. Et on fait ça 3 fois. Ça va vite. On peut jouer à 7. Et même à 7, ça joue en 30-45 minutes max. Moi j'irais même plus 30 minutes, 45 minutes, c'est quand les gens mettent un peu trop de temps pour jouer. Temps pour découvrir les cartes. Voilà, aussi, ouais, c'est ça, ouais. Donc les parties sont relativement courtes et fluides. Une fois passée la période de découverte, un draft oblige. Et la scénarisation du jeu par 3 âges permet un apprentissage encore plus rapide parce qu'on sait très bien que, après 2-3 parties, on sait très bien que à l'âge 1, on va avoir tel bâtiment, qu'on ne les aura plus à l'âge 2, etc. Et donc on sait à quoi s'attendre. Ce qui est bien, c'est que en fait, les cartes proposent des effets qui sont assez simples. On les révèle, on les applique. Il n'y a que quelques cartes comme les cartes de commerce qui modifient le commerce, qui permettent d'avoir par exemple d'acheter à son voisin de gauche des ressources pour une pièce au lieu de 2, etc. Mais les effets sont assez simples et voilà, elles sont vite compréhensibles. Et une fois qu'on les a compris, on n'a plus besoin de revenir dessus. Donc l'un des intérêts de Seven Wonders, en fait, c'est cette pioche qui est triée par âge. Ça permet une narration du jeu avec des cartes spécifiques qui sortent au niveau de chaque âge. Le défaut, c'est qu'on a une mise en place qui est très longue parce qu'il faut trier les cartes au début de chaque tour, de chaque partie, pour savoir avec lesquelles on joue. En fait, il faut les mettre en place déjà. Mais par contre, ça permet de prévoir et d'anticiper les cartes qui vont sortir pour chaque âge et de contre-drafter de façon très efficace. Quand on voit qu'un joueur
place beaucoup de cartes scientifiques par exemple devant lui, et ben on peut arriver à les piquer rapidement si jamais on voit que ça s'emballe trop quoi. Et en plus ça c'est ajouté au fait que chaque joueur révèle ses cartes après les avoir choisies, donc dans ce cas là on voit comment les tableaux se construisent, enfin comment les joueurs construisent leur jeu. On peut contre-drafter rapidement, enfin on peut contre-drafter et s'adapter carte par carte et non pas attendre qu'un joueur ait drafté 4 cartes de façon cachée pour révéler et se rendre compte que il s'est gavé de cartes scientifiques ou de cartes civiles, bâtiments bleus pour marquer des points. On peut vraiment adapter sa stratégie en fonction de chacun des joueurs et on doit plus d'ailleurs regarder le jeu des autres plutôt que le sien. Ouais, mais ça tu le découvres en fait au fur et à mesure que tu joues. Les premières parties, tu vas vraiment jouer tu vas être centré sur ta stratégie à toi, mais plus tu vas découvrir le jeu, plus tu vas effectivement comprendre qu'il faut contre-drafter un max aussi pour arriver à bloquer les stratégies des autres. Ouais. Sinon, pour en revenir juste au niveau du jeu en lui-même, à la fin de la partie, tu as 18 cartes devant toi presque, en fonction de comment tu as joué. Mais il y a quand même une bonne ergo au niveau des couleurs, et quand tu joues à 7, c'est parfois un peu compliqué de voir ce que font les joueurs à l'autre bout de la table, mais du fait que les cartes ont une couleur prédominante, enfin une couleur dominante, tu arrives à bien savoir, tu arrives à voir un peu ce qui se passe quand même. Ce qui peut être compliqué pour les joueurs un peu débutants qui vont commencer avec Seven Wonders, c'est qu'en plus d'avoir ce système de draft, tu as une abstraction des ressources, donc il peut être un peu compliqué à appréhender, c'est-à-dire que tes ressources, tu les as pas de façon concrète devant toi, en fait c'est abstrait, c'est sur les cartes et tu les dépenses de façon imaginaire entre guillemets. Et quant au scoring de fin, en fait, tu as de nombreux éléments qui rentrent en ligne de compte, donc chaque carte peut arriver à faire scorer de façon différente. Et donc en fait ce qui est bien c'est que en fin de partie c'est une phase en elle-même en fait le scoring, parce que on prend un petit carnet, tout le monde dit bah voilà moi j'ai tant de cartes comme ça qui me font tant de points, etc. Donc c'est parfois un peu long à 7, mais ce qui est intéressant c'est que ça permet de garder tout le suspense du jeu jusqu'à la fin. On sait pas qui va gagner, bon après avec l'expérience t'arrives à savoir qui à peu près est en tête, mais t'as pas une piste de score où tu vois vraiment que Jean-Michel il va gagner et que c'est chiant quoi. Ouais, au fur et à mesure. Là au moins on découvre, et puis même si tout le monde pense que Jean-Michel a gagné, ça se trouve c'est un autre qui va le gratter de 2 points parce qu'il s'est gavé de cartes vertes ou des choses comme ça. Voilà. Ça sent le vécu ça. Hein. Donc voilà, et puis il faut aussi signaler que pour ce jeu il y a plusieurs extensions qui sont sorties. L'extension leader qui permet de faire une phase de draft supplémentaire avant de commencer à jouer, où on va drafter des leaders. Donc là il faut bien connaître le jeu parce que ces leaders ils vont teinter notre partie, donc il faut savoir comment on veut jouer ou ce qu'on peut jouer avec ces leaders, etc. Donc c'est hyper intéressant, mais il faut quand même avoir une vingtaine de parties de Seven Wonders pour bien vraiment apprécier cette extension qui pour moi maintenant est obligatoire quoi. Quand j'y joue je joue toujours avec leader parce que c'est vraiment cool quoi. La deuxième extension qui est sortie c'est City je crois qui s'appelle, qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs, et donc on peut jouer en équipe. Et en fait ça ajoute une 8ème carte dans la draft, c'est des cartes noires qui sont hyper cheatées. Perso c'est mon extension préférée, parce qu'en fait les cartes noires elles ont vraiment des effets cheatés. Dès que t'en vois une t'as trop envie de l'avoir, mais en même temps il y a tellement plein de cartes que t'as envie d'avoir que c'est trop chaud de choisir. Donc ça donne vraiment des choix vraiment cornéliens. C'est horrible, parfait quoi. Et la dernière extension c'est Babel. Alors Babel je pense c'est vraiment pour les joueurs qui ont beaucoup joué à Seven Wonders. Enfin, moi pour moi j'en ai fait plus d'une 50aine de parties. J'avais déjà joué sur le proto aussi, et Babel je pense que pour moi je vais pas jouer. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu vraiment l'envie d'y jouer, parce que j'ai l'impression que ça a l'air très bien, donc les retours sont vraiment bons, mais on n'est plus dans du draft pur. Enfin j'ai l'impression qu'on n'est plus dans du draft pur où on fait que drafter quoi. Il y a des phases en plus, il y a des choix en plus qui sortent un peu de ce choix de cartes. Ça a l'air très intéressant, mais j'ai pas eu encore l'envie d'aller voir ce que ça donnait. Voilà. Ouais, au final, ce qu'il faut dire, c'est que Seven Wonders c'est quand même un super jeu. C'est vraiment le jeu qui a démocratisé la draft, et j'encourage tout le monde à y jouer en fait, parce que au-delà de la draft, c'est un jeu qui est vraiment cool, avec plein de bonnes sensations de jeu, et si vous voulez faire découvrir ce jeu, le monde ludique à des joueurs, je pense que c'est un bon moyen d'y faire. Une bonne accroche. Une bonne accroche, ouais. Merci Flo pour ces explications détaillées sur le mécanisme de la draft et évidemment Seven Wonders qui donne vraiment beaucoup envie. C'est un incontournable pour tous ceux qui veulent découvrir justement ce système plus en détail et puis même faire la découverte d'un super jeu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à donner vos impressions dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain sur une émission spéciale Paper Tales, notre gros coup de cœur, en espérant vous y trouver. Au revoir. À bientôt.